À la une de l'actualité, aujourd'hui, ce projet qui fait polémique. À Sainte-Luce, le bras de fer continue entre le groupe Bernard Ayotte et la municipalité. Au cœur du débat, un centre commercial dont la commune ne veut surtout pas. Soigner le cœur par le froid, c'est en somme l'innovation que propose la cryoablation. La technique a été présentée ce matin à Fort-de-France. Elle devrait permettre à de nombreux malades de se passer de médicaments. Une journée pour aider les jeunes à trouver un emploi. Voilà comment le RSMA illustre sa mission d'intégration. Aujourd'hui, les jeunes de 18 à 25 ans encadrés par la mission locale ont pu rencontrer des partenaires sociaux et participer à des job dating. Enfin, c'est un barbotage, mais c'est déjà beaucoup pour le Clément. Après 2 ans de travaux, cette épave de catamaran vit une seconde jeunesse. Il a été remis à flot ce matin. Un moment de vive émotion, vous le verrez. Et puis notre invité ce soir, vous le voyez, sera l'humoriste Anne Roumanoff qui nous parlera de son nouveau spectacle joué demain au Grand Carbet du parc Aimé Césaire. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. Commençons avec cette question: qui veut la peau, de la mémoire de Victor Lamont? Le buste de ce grand homme du syndicalisme martiniquais installé devant la maison des syndicats a été déplacé de son socle et maquillé avec de la peinture blanche hier. La plaque qui lui rend hommage a été arrachée. Fervent, pas militant du Parti communiste, Victor Lamont a été l'un des membres fondateurs de la sécurité sociale en Martinique. Le comité Victor Lamont dénonce un acte grave qui doit être pris au sérieux par le mouvement syndical martiniquais au moment même où il y a une multiplication des conflits sociaux. Parlons maintenant, je vous le disais en titre, de ce combat juridique qui oppose la municipalité de Sainte-Luce au groupe Bernard Ayotte. Un combat du moins qui dure depuis 2013 déjà. À cette époque, la commission départementale d'aménagement commercial avait autorisé la construction d'un ensemble commercial au lieu dit corps de garde à Sainte-Luce. Donc une autorisation invalidée par la commission nationale portée à l'attention du Conseil d'État. Le dossier avait été annulé et ce matin, devant la commission nationale cette fois, le secrétaire général de GBH a tenté de relancer son projet. Le maire adjoint de Sainte-Luce, fermement opposé à cette implantation, a pu lui aussi expliquer sa position. Voyez plutôt le reportage d'Éric Dupuis. C'est un peu le match retour 2 ans après. Joël-Henri Rémy est tout sourire avant de se faire auditionner par cette commission très discrète mais très importante. Elle se réunit 2 fois par mois ici pour autoriser ou non la construction de centres commerciaux dans l'ensemble du territoire français. Et l'élu lucéen a une demi-heure pour convaincre. Bon, ça s'est très bien passé. J'espère que c'est demain à 14 h qu'on aura les résultats. À sa sortie, il est toujours confiant. Je vous dis individuellement, on serait content d'avoir un libre service à 5 minutes. Tu traverses, tu achètes ton poisson à 3,50 € le kilo congelé au lieu de l'acheter au marché. Tu achètes tes légumes, tu as tout, tu as la pharmacie. Oui, c'est super. Mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans le développement? On va faire tout disparaître au profit d'un individu. Même temps de parole pour l'autre camp, le représentant du groupe Bernard Ayotte qui est revenu avec le même argumentaire qu'il y a 2 ans. Sainte-Luce, pour lui, est dépourvu de centre commercial, ce qui crée une évasion commerciale vers les villes du Nord. Ce projet freine cette évasion commerciale et fixe la clientèle à Sainte-Luce. Et c'est tout profit pour tous les commerçants de Sainte-Luce. Voilà ce que nous pensons. Et nous défendons tous nos projets avec conviction. Nous attendons tranquillement la décision de demain. La commission rendra sa décision ce vendredi et ses motivations dans 1 mois. La partie lésée pourra faire appel devant un tribunal. Vraisemblablement, ce sera celui de la Cour d'appel de Bordeaux. Et à Sainte-Luce, que les commerçants comme la population sont plutôt frileux face à ce projet de centre commercial. Pour la municipalité, c'est clair, le développement de la commune ne passe pas par de grosses structures. Loïc Régis. C'est sur ce terrain au quartier Corps de Garde que le projet de centre commercial est prévu. Une construction à laquelle s'opposent le maire et son conseil municipal. Une décision votée à l'unanimité par la majorité et l'opposition. Nicaise Monrose estime que le commerce de grande envergure ne doit pas éclipser les plus petites structures qui font partie intégrante de l'activité de la commune. Le centre commercial a un impact immédiat. Il a l'avantage de pouvoir attirer l'essentiel de la clientèle. Il devient attractif. Par conséquent, son attractivité risque d'asphyxier l'activité du centre-bourg. Et nous voulons le contraire. Alors, nous ne pouvons pas soutenir un projet qui va à l'encontre de ce que nous souhaitons pour la commune. Une position également défendue par de nombreux commerçants. Certains envisagent le pire. Nous craignons un peu que le centre-bourg meure, puisque un centre commercial fait partir le client du bourg vers le centre commercial. Je ne suis pas trop d'accord, normalement.
il y a autre chose à faire au lieu que d'ouvrir un centre commercial. Perspective d'emploi, attractivité supplémentaire pour la commune, les avis semblent partagés, mais les lycéens pensent avant tout aux petits commerçants. Il faut que les petits commerçants puissent vivre, donc l'implantation d'une grande surface ici risque de poser des problèmes à ce niveau-là. Ça peut être une bonne chose, puisque ce serait une grande surface proche. Après, bon, peut-être que ce serait pénalisant pour les petits commerces de proximité. Nous n'avons pas de petits commerces, nous avons quelques-uns ici, alors il faudrait que ça marche. Alors que les grandes surfaces, il y en a assez en Martinique. La Commission nationale d'aménagement commercial devra donc statuer sur ce litige. En attendant, une pétition a été lancée par la mairie afin de récolter les avis des commerçants. Pour l'heure, 99 signatures ont été apposées. Parlons maintenant de cette disparition pour le moins inquiétante, celle de Johnny Sleeman. Voilà 2 mois que ce Pierrotin de 53 ans n'a pas donné de nouvelles à ses proches. Une famille et des amis très inquiets, car si Johnny vivait quelque peu en marge de la société, il était néanmoins très connu dans la ville d'Arrêt d'Histoire. Louis Sabas. C'est sur cette plage, à l'embouchure de la rivière Roxelane de Saint-Pierre, que Johnny Sleeman a été vu pour la dernière fois. Selon des témoins, l'homme en colère aurait lancé le sabre dont il ne se séparait jamais contre ce cocotier avant d'en entreprendre l'escalade. Il aurait ensuite pris un bain de mer. Ce n'est que le lendemain que son sac à dos et ses effets sont découverts sur la plage. Sur cette photographie publiée par nos confrères de France Antilles, on voit Johnny Sleeman à l'âge de 16 ans, le seul cliché que l'on ait retrouvé de l'individu. Il vivait en marginal dans les hauteurs de Saint-Pierre, mais était très connu des Pierrotins qui voyaient en lui un bon travailleur. Johnny Sleeman n'a plus donné signe de vie depuis 54 jours maintenant. Demain, il aurait eu 54 ans. La gendarmerie mène l'enquête, mais pour l'heure, les circonstances de sa disparition restent mystérieuses. La députée réunionnaise Erika Barret est au chevet du bouclier qualité-prix. Elle a été nommée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale pour une mission de contrôle de l'application de la loi Lurel. Pour la députée réunionnaise, des efforts restent à faire sur les prix et sur la communication également autour de ce bouclier qualité-prix. Écoutez-la face à la caméra de Myriam Bokou. Il y a à communiquer beaucoup plus sur cette affaire-là, mieux expliquer aussi aux ménages. Le BQP, je crois qu'il faut beaucoup plus communiquer, beaucoup plus mettre en évidence, encore travailler pour que les prix puissent encore baisser, qu'il y ait aussi plus de qualité sur ce bouclier qualité-prix. Donc il y a encore des efforts à faire, mais il y a aussi des efforts d'explication, parce que sur les données que nous avons aujourd'hui sur les prix et sur la baisse des prix, que ce soit les données de l'INSEE ou que les données de l'IEDOM, il y a une baisse des prix à la consommation. Sur l'indice des prix à la consommation, c'est en baisse régulièrement. Alors il y a effectivement des éléments sur lesquels on doit travailler, c'est l'alimentation, c'est le service et c'est les énergies. Et justement, l'INSEE a publié l'indice des prix à la consommation ce matin, un indice qui augmente de 0,5% en Martinique au mois de mars, une évolution due essentiellement à la hausse des prix de l'énergie et des produits manufacturés. Sur un an, les prix en Martinique sont en faible progression de 0,1%. Depuis 2011, la situation s'est nettement améliorée. Vous le voyez sur cette courbe qui va apparaître à l'instant, voilà, établie par l'INSEE, qui montre l'évolution par année de cet indice de prix à la consommation des ménages martiniquais. Vous voyez qu'il était bien plus haut entre 2010, 2011 et 2012. Au chapitre médical, c'est une petite merveille qui a été présentée aujourd'hui à l'hôpital Pierre-Zop d'Akitman, une machine qui promet des jours plus heureux aux malades du cœur grâce à sa technique de cryoablation qui utilise, comme son nom l'indique, le froid. Elle pourrait affranchir de nombreux patients de la consommation quotidienne de médicaments, dit Raphaël René. L'objectif de cette technique, c'est d'isoler électriquement les veines pulmonaires. Ce petit appareil muni d'un cathéter ballon qui diffuse un gaz anesthésiant est une véritable révolution en cardiologie, notamment pour éliminer des fibrillations des auricules cardiaques. Ce cathéter, si vous voulez, va être mis au niveau de l'oreillette gauche à l'abouchement de chacune des 4 veines pulmonaires en appui comme ceci, et on va injecter à haute pression à l'intérieur de ce cathéter un gaz qui est le protoxyde d'azote qui sert, si vous voulez, ce gaz à refroidir le ballon, et en refroidissant, le ballon en contact de la veine va créer une cicatrice et venir traiter cette arythmie et faire disparaître les petites cellules responsables donc, de cette arythmie. La cryoablation est une nouvelle technique dont les taux de réussite avoisinent les 90% et qui en plus
éviterait la consommation prolongée de médicaments. Cette semaine, 6 patients ont d'ores et déjà pu bénéficier de cette innovation. Le taux de réussite dépend du type de fibrillation auriculaire et de l'anatomie du patient. Nous avons eu de très bons retours des patients dans le sens où ils ne s'attendaient pas à ce que la procédure soit aussi simple, puisque cette procédure se fait tout de même sous anesthésie générale, mais elle est très rapide. En 1h30, la procédure était terminée. La plupart des procédures étaient terminées. Donc, lorsque l'anatomie des veines pulmonaires s'y prête, pour les cryoablations des veines pulmonaires, la procédure est assez simple et assez rapide. Avec environ 1% d'effets indésirables, cette technique exclusive en Martinique sera amenée à être partagée avec la Guadeloupe et d'autres pays du bassin caribéen. Ils n'ont pas encore trouvé leur voie, pas tout à fait, mais ils comptent bien sur le RSMA pour les aider à trouver un emploi. Ce matin, les jeunes de la mission locale se sont rendus au régiment de service militaire adapté pour une première journée de l'emploi, un forum destiné aux 18-25 ans qui proposait des job dating, des rencontres avec les partenaires sociaux et une visite guidée des lieux également. De quoi séduire ces jeunes et permettre au RSMA d'accomplir une fois encore sa mission d'intégration. Océlia Cartes, Elodie Toto. CV en main, Anaïs, 19 ans, espère bien provoquer le coup de cœur et décrocher un contrat. En une matinée, elle a eu l'occasion de rencontrer de nombreux employeurs, des entretiens d'embauche express pendant lesquels la jeune femme met en avant ses compétences. C'est une chance, l'entreprise vient au RSMA, je me suis dit pour ne pas la rater, j'essaie de tenter ma chance pour avoir une insertion à la fin. Ça va apporter de la maturité, le fait d'être plus ponctuel, l'expérience, et vu que c'est encadré par le militaire, c'est un plus. Après un stage de 6 à 12 mois, à la fois pratique et théorique, ces jeunes sont fin prêts à se lancer dans la vie professionnelle. Les recruteurs le confirment, le RSMA constitue un véritable vivier de talents. Le RSMA apporte un profil d'employés assez sérieux puisqu'ils ont effectivement une formation qualifiante qui leur donne de la rigueur. Nous sommes très attachés aux valeurs de l'entreprise qui sont la priorité aux clients. Forcément, le RSMA leur donne ce petit plus, peut-être que les autres acquièrent par la suite. Le RSMA, main dans la main avec les entreprises, le partenariat dure depuis 15 ans. Pour la première fois cette année, ce sont les recruteurs qui sont venus à la rencontre des jeunes. Une nouvelle formule couronnée de succès. Les entreprises nous font confiance puisqu'on apporte aux jeunes un comportement qui leur permet d'être employables dès la sortie de leur formation. Ils ont, ils retrouvent une citoyenneté, un respect du travail et des autres qui permet, en plus de leur formation professionnelle qu'ils reçoivent ici, d'être insérés, employés tout de suite dans l'entreprise. Le service militaire adapté permet aux jeunes de combattre dans une nouvelle guerre, celle de l'insertion. En 2014, 80% des 1060 volontaires ont trouvé un emploi ou poursuivi une formation. Direction maintenant la Guadeloupe pour rencontrer une auteure engagée. Henriette Nadir-Kozak soutient très ardemment la lutte contre le cancer, si ardemment qu'elle a signé une convention avec sa maison d'édition. Selon le contrat, l'éditeur enverra directement la recette des droits d'auteur à la Ligue contre le cancer de Guadeloupe, une sorte de cadeau à l'association et qui permet à l'acheteur du livre de participer directement à la lutte contre le cancer, un don qu'il n'aurait peut-être pas fait dans d'autres circonstances. Le reportage de Linda Kayarsi. Le cancer, Henriette connaît bien. À 2 reprises, elle a dû se battre contre la maladie. Et aujourd'hui, à travers ses écrits, elle souhaite venir en aide à ceux atteints par le cancer. J'ai beaucoup souffert du cancer. J'ai été touchée à la fois au sein et au côlon. De plus, j'ai eu des proches, des amis qui sont décédés. Donc, il fallait que je fasse quelque chose en leur mémoire. Ainsi, Henriette a décidé de céder ses droits d'auteur à sa maison d'édition. Des droits d'auteur qui seront intégralement versés à la Ligue guadeloupéenne contre le cancer, et ce, pour une durée de 8 ans. 2 ouvrages, Femme Guadeloupe, et vraiment un gros ouvrage de nouvelles. Voilà, ces 2-là, je les laisse à la Ligue. Mais je ne suis pas interpellée par le cancer uniquement, mais par la souffrance humaine. C'est l'être humain que j'aimerais aider et sauver.
Sauf que seule, je n'arriverai pas à le faire. Aujourd'hui, il ne manque plus qu'à Henriette une signature de la Ligue guadeloupéenne de lutte contre le cancer pour officialiser sa démarche. Lutter contre le cancer, mais surtout toutes les maladies qui engendrent de la souffrance chez l'être humain. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à Saint-Pierre où Serge Letchimy a tenu une séance de travail avec le nouveau maire Christian Raffa ce matin. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la rencontre de 2 élèves d'une école de couture qui sont en stage chez nous. Mais avant, place à une drôle de dame en rouge. Après Saint-Martin hier, Anne Roumanoff sera au Grand Carbet du parc Aimé Césaire demain soir à 20h30. Un bon moment de franche rigolade dont on parle avec elle ce soir. Bonsoir Anne Roumanoff. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est pas la première fois que vous venez en Martinique. Vous voilà donc de retour. On suppose que le public martiniquais vous avait plu. Oui, et puis il y a quand même pire que d'aller en tournée en Martinique. Hein. Cet après-midi, on a fait du bateau. Voilà, j'ai pris une photo de mes régisseurs, j'ai mis mon équipe en plein travail. Et du coup, forcément, vous allez faire des jaloux. Vous revenez avec un spectacle inédit qui parle notamment de la crise économique. Ça parle vraiment de la société actuelle. Donc, il y a un sketch sur le mariage gay. Il y a une mère qui fait un discours au mariage de sa fille, qui se marie avec une autre fille. Il y a la prière de la crise économique où je fais chanter la salle, un hymne à la gloire de Pôle emploi. Il y a une femme qui est atteinte de phobie administrative et qui a du mal à refaire ses papiers à la mairie. Il y a une Américaine qui dit du mal des Français. Et il y a aussi un sketch où je montre les coulisses d'une émission de télé-réalité. Je fais monter des gens sur scène et je leur fais jouer une émission de télé-réalité. Ça a l'air plutôt sympathique. En tout cas, ça promet d'être rigolo. Comment vous écrivez vos spectacles? Comment vous imaginez toutes ces histoires? Souvent, on ne fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. Donc souvent, je parle de quelque chose qui m'a énervée. Enfin, qu'il faut que la chose ait une résonance en moi, quoi. On fait pas. Il y a aussi une femme qui essaye de relancer sa vie sexuelle au bout de 35 ans de mariage et qui n'y arrive pas. Elle essaye toutes sortes de gadgets qu'elle a achetés sur Internet. Oui, on fait rire avec les problèmes. Donc en fait, ça commence quand j'écris un sketch. Je peux identifier un problème. Après, je prends des notes. Après, je commence à chercher. Après, j'écris. Et souvent, en humour, en fait, on écrit beaucoup. Et après, il faut rétrécir pour arriver à ce que chaque phrase fasse rire. Ouais. Oui, et puis pour arriver à être percutant à chaque fois. Alors, les humoristes traitent toujours des sujets d'actualité, souvent en tout cas, ou des sujets de société de toute façon. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une philosophie de l'humour, une capacité à faire réfléchir grâce aux blagues? En fait, je dis toujours que l'humour, ça n'empêche pas la souffrance, mais on souffre d'abord et on rit ensuite. Mais malheureusement, on ne peut pas rire d'abord. Enfin, je veux dire, même quand on a une merde dans la vie, d'abord on la reçoit en pleine poire et après on s'en amuse. Et l'humour, c'est que, voilà, on dit souvent c'est la politesse du désespoir, mais pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui aide à supporter la vie. Et c'est vrai qu'en ce moment, la société est quand même très anxiogène avec tout ce qui se passe. Et moi, je sens vraiment chez le public un besoin, une envie de rire. Et ils sont contents et reconnaissants après quand on les a fait rire pendant 1h30. Quand on dit qu'on ne peut pas rire de tout, qu'est-ce que vous en dites, vous? Je pense que c'est un peu une tarte à la crème, cette question, mais bon, c'est pas... Non, mais ça fait genre 600 000 fois qu'on l'a... Mais je suppose bien. Surtout après les attentats. Je pense que justement, cette fameuse question, peut-on rire de tout, c'est vraiment pas une question à laquelle on peut répondre en 3 secondes. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose d'assez complexe quand même. Moi, pour schématiser, dans l'absolu, oui, on peut rire de tout. Dans la vie, on a tous ri de tout. Enfin, moi, je cite souvent le cas d'un ami qui est en train de mourir du sida à l'hôpital. Il faisait, lui, des plaisanteries sur son état. Et c'était drôle parce qu'il avait une forme d'autodérision ou d'humour du désespoir. Donc, on a tous eu des fous rires à des enterrements. Et alors, c'est l'endroit où on n'a pas le droit de rire et tout ça. Mais après, quand on est sur scène, je pense qu'on a une responsabilité. Et après, Dieu merci, en France, on est dans un pays libre. Donc, c'est à chaque humoriste de se fixer ses propres limites. Il y a des humoristes qui aiment bien créer un malaise sur scène. Je veux dire, je vois des gens comme Gaspard Proust, Stéphane Guillon, ils aiment bien tout d'un coup créer un malaise et puis après ils rattrapent les choses. Voilà, après, moi, j'aime pas trop créer un malaise. J'aime vraiment bien qu'il y ait tout de suite un rire, quoi. Mais voilà, mais dans l'absolu, on peut, je veux dire, dans le spectacle, je fais quand même rire. Alors, je fais pas rire avec les attentats du 7 janvier, bien sûr que non, mais il y a des choses qui sont passées dans la manifestation que j'évoque sur scène du 11 janvier qui sont drôles et qui font rire le public. Comme j'ai aussi... sur le crash aérien qui est vraiment pas drôle avec le pilote dépressif, mais j'ai un truc aussi et les gens rient. Mais parce que je dis que maintenant quand je prends l'avion, j'ai hyper peur et que je vais voir le pilote et je dis ça va le moral. Par exemple. Mais voilà, donc on peut, oui, voilà. Après, je pense vraiment aussi tout dépend de la manière de le faire aussi. Mais encore une fois, je pense que Dieu merci, on n'est pas à Taïwan, on est en France, tout est possible, on peut raconter toutes sortes de choses sur scène. Donc
voilà, c'est à chaque humoriste de faire ce qu'il sent aussi. Vous êtes sur scène depuis longtemps. 27 ans. Et 27 ans, et vous ne vous essoufflez jamais. Vous avez toujours des nouvelles thématiques, toujours des nouvelles idées. Vous êtes une machine à blagues finalement. Non, pas du tout. Je travaille beaucoup pour ça, mais j'aime vraiment être sur scène. Et en fait, en plus, ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus de plaisir maintenant que quand j'ai démarré, parce que peut-être j'ai un peu plus de maîtrise, j'ai moins peur, donc je savoure plus maintenant la chance que j'ai d'être sur scène et que les gens viennent et de faire rire les gens. Est-ce que vous avez un spectacle favori? Celui-là. Le dernier. Oui, bah, c'est toujours le dernier qu'on aime le mieux. C'est sûr. Et oui, voilà. Bah, en fait, oui, parce que tout ce que j'aimais pas dans l'ancien, je l'ai enlevé. Et là, je suis contente de ce spectacle. On a en Martinique quelques jeunes humoristes qui s'illustrent notamment sur Internet ou qui tentent de percer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner? Si quelqu'un veut faire rire, c'est toujours particulier. Il y a une différence entre faire rire dans la vie et puis il y a des gens qui sont super drôles dans la vie, vous les mettez sur scène, ils sont pas drôles, ou des gens qui sont pas du tout drôles dans la vie, comme moi, je suis pas du tout drôle, mais sur scène, ça va. Donc, ça va, vous en sortez pas trop mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas les mêmes qualités forcément. C'est assez mystérieux d'ailleurs. Pourquoi il y a des gens qui vont animer tout un dîner, vont être super drôles et vous les mettez sur scène, ça va faire rire personne. Alors les conseils très vite, en fait, la première chose, c'est d'avoir un style original, c'est-à-dire que souvent les jeunes humoristes, ils ont une personne qu'ils admirent, ils ont tendance à la copier, donc on voit des clones de Jamel, on voit des clones de Florence Foresti, on voit des clones de Kev Adams. Ce qui est important, c'est de créer son style unique, comme sa marque de fabrique, ça c'est super important. Le deuxième conseil, c'est de jouer un maximum en public, n'importe où, dans des fêtes de famille, gratuitement, sur des plages, dans des podiums. Pour s'exercer tout le temps. Oui, il faut vraiment le plus possible. Et le troisième conseil, c'est peut-être ce que je fais moi, mais c'est enregistrer en fait où les gens rient. Et là, je vous livre un secret de fabrication. Et après, je réécoute là où les gens rient et je rétrécis le sketch pour arriver à ce qu'il y ait plus de rire en moins de texte en fait. Ah ben voilà, c'est toute une mécanique en fait, on s'en rend pas compte. Merci beaucoup Anne Romanoff d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc que vous serez demain soir au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Il reste à peine une quarantaine de places à 20h30. Donc dépêchons-nous pour voir le spectacle préféré d'Anne Romanoff. Merci beaucoup. Le Smile, ça tombe bien. Le Smile, le salon des métiers, de l'industrie, des loisirs nautiques et de l'environnement. Tout de suite, c'est moins drôle. Il a ouvert ses portes au port de Plaisance du Marin aujourd'hui. Le public est invité à vivre jusqu'au 26 avril prochain au rythme des activités sur le front de mer. Et aujourd'hui, de nombreuses annonces ont été faites, notamment celles concernant la création d'une union entre les villes du Sud, l'occasion de créer une synergie autour de ports ayant les mêmes problématiques, une opportunité aussi de promouvoir le tourisme par la mer et pour la mer. Écoutez ce qu'en dit l'administrateur de la Fédération des ports de plaisance. Il répond à Océlia Cartès et Elodie Toto. On part d'un concept touristique, en fait, de projet Odyssea, qui est un projet reconnu par l'Europe depuis 2014. Et c'est de dire que le marin, le touriste nautique, mais après tous les autres touristes, arrivent par la mer et sont là pour venir, au-delà de l'amarrage du bateau, découvrir un territoire. Et la Martinique, il faut y faire découvrir ses richesses. Elles sont connues, simplement il faut les organiser, orienter le tourisme vers la richesse gastronomique, patrimoniale, artisanale, et contribuer en fait à faire de la valeur ajoutée touristique, création d'emplois, formation. Et ça, le marin, la ville du Marin, en est le port pilote et on veut en faire le port pilote de la Caraïbe. Alors, puisqu'on parle de la mer, jour de renaissance aujourd'hui pour le Clément. Après 2 ans de rénovation, cette épave de catamaran a été entièrement préparée. Et ce matin, elle a donc été remise à l'eau. Une grande émotion pour l'équipe qui l'a retapé. Mais s'il est à nouveau en mer, le bateau n'est pas encore prêt pour le grand bain, comme nous l'explique Elodie Toto avec Océlia Cartès. Il aura fallu une grue, une dizaine de volontaires et beaucoup de patience ce matin pour remettre le Clément à flot. Du long de ses 44 pieds, cette épave entièrement retapée est à manier avec beaucoup de précautions. Il faut dire qu'il nous a donné du fil à retordre puisqu'il devait descendre plus tôt. Et en fin de compte, il reportait parce qu'il n'était pas encore, enfin, il n'avait pas encore fini, quoi. En effet, le mouillage était programmé pour mars dernier, mais les travaux de rénovation se sont révélés plus complexes que prévu. Aujourd'hui, après plus de 1500 heures d'efforts, ça y est, le Clément retourne sur les eaux. Je suis très ému parce que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus à peu près et voilà, on ne savait pas s'il allait flotter. C'est vraiment très très chouette, on est super contents, tout le monde a énormément bossé dessus, on a tous donné de notre personne. Le bateau effectue sa première traversée, du carénage du Marin jusqu'au port de Plaisance. Une courte distance a priori, mais pour les instigateurs du projet, c'est l'heure de vérité. Ça fait peur à moitié. Non, on ne savait pas si ça allait prendre l'eau ou pas, donc pour l'instant c'est cool, il a fait beau. Heureusement, on ne l'a pas fait sous la pluie.
Mais déjà, le bateau, il flotte, c'est cool. Et après, la prochaine étape, là, c'est fermer un peu tout ça. Et après, lever les voiles. Je crois que le vrai départ, ce sera quand on pourra hisser les voiles et partir, quoi. Un départ prévu pour juillet prochain. Le Clément participera au Tour des Yeules avant de s'embarquer pour un tour du monde. Chaque escale sera l'occasion de réaliser des missions humanitaires, environnementales, mais aussi artistiques. Si on va en Guadeloupe, on prendra un artiste guadeloupéen. Si on arrive en Jamaïque, un artiste jamaïcain. Et à chaque fois, il pourra peindre, il choisit l'emplacement où il veut peindre et on lui donne un espace, on le ponce, il peint et ensuite on revernit pour ne pas abîmer l'œuvre. Donc ça va faire un petit musée flottant. Mais le bateau est loin d'être terminé. Peinture, ponçage, l'association a encore du pain sur la planche pour que le catamaran puisse lever les voiles. Et on va lever le vent jusque dans les JT des communes. C'est l'heure tout de suite de votre coup d'œil sur les quartiers. Le JT des communes qui commence dans le Nord où l'on a suivi Serge Letchimy. Dans le cadre de son programme de contrat de progrès, le président de région est allé à la rencontre des maires du Morne-Vert et de Saint-Pierre pour des séances de travail. L'occasion de faire le point sur les besoins des communes et leurs projets. À Saint-Pierre par exemple, où le maire vient de prendre ses fonctions, de nombreux chantiers ont été lancés. Des transformations que la région accompagne déjà à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Ce matin, il s'agissait donc de faire des choix financiers, budgétaires et technique, Louis Sabas. Dans la grande salle de la mairie de Saint-Pierre, l'heure est à la présentation à Serge Letchimy des projets entrepris par l'ancienne équipe municipale et ceux souhaités par la nouvelle édilité. Il s'agit de savoir comment le contrat de progrès proposé par la région peut accompagner la commune dans son développement structurel et social. La ville d'Arrêt d'Histoire a déjà reçu 6 millions d'euros d'aide de la région, mais grâce à son dispositif exceptionnel, la collectivité est encore prête pour un nouveau coup de pouce. La restauration des ruines, les tranches supplémentaires pour la cathédrale de Saint-Pierre, les chantiers d'insertion qui sont actuellement en cours, la question de la circulation et du stationnement, le problème et le grand enjeu du contournement du Grand Saint-Pierre par une rocade ou pas, ce sont des décisions extrêmement importantes et il faut donner à Monsieur le maire le maximum de soutien sans se substituer à la mairie. Le contrat de progrès de la région est un dispositif contractuel qui accompagne les municipalités pendant 3 ans. Sauf qu'en décembre prochain arrive une échéance électorale capitale, celle de la création d'une assemblée unique en Martinique. Rien ne pourrait garantir la poursuite du programme Contrat de progrès, mais cela n'inquiète nullement le nouveau maire de Saint-Pierre. Ce qui nous préoccupe de toute façon, c'est Saint-Pierre, c'est les habitants, c'est la population. Donc des choses pourront être faites à court terme, comment dirais-je, programmées dans le cadre du Grand Saint-Pierre par exemple. Des choses commenceront cette année, se poursuivront sur le moyen et le long terme. Des choses pourront être terminées avant décembre, mais l'objectif pour nous n'est pas électoraliste. Le contrat de progrès pourrait bien ressembler à une stratégie à long terme pour remporter le siège de président de l'Assemblée unique. Mais Serge Letchimy s'en défend. En 2010, il n'y avait pas de campagne politique. J'ai commencé dès 2010 à aller dans toutes les mairies, y compris les mairies d'opposition. L'aide dédiée aux municipalités sera établie en fonction de leurs ressources. Avec le Morne-Vert et ici à Saint-Pierre, le président de région achève ainsi son tour des communes dans le cadre du contrat de progrès. On redescend dans le sud avec un petit changement sur la RN5 à Ducos. Le radar installé dans le sens Lamentin-Ducos a changé d'axe. Désormais, les automobilistes se font flasher par l'arrière. La vitesse est néanmoins toujours la même, 90 km/h. Roulez surtout très prudemment. Un œil maintenant sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Grande Récré et de Bureau Vallée à Cocotte à Ducos de 13h à 18h. Et puis, vous pouvez toujours, bien sûr, vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. Au chapitre culture, le Festival des Révoltés de l'Histoire continue. Demain, retour à Fort-de-France pour une soirée boxe dès 19h. Le rendez-vous est donné à l'Atrium pour la projection de Jack Johnson, le champion qui divisa l'Amérique. Un film documentaire signé Ken Burns et dont voici un extrait. Comment Burns veut-il qu'on procède? Vite et bien? Dans ce cas, je suis son homme. Il préfère que l'on prenne notre temps? Bonté divine, dans ce cas, je suis son homme quand même. C'est comme il veut, maintenant ou plus tard, je vais gagner. Le stadium, qui se trouvait à l'extérieur de Sydney, à Rushcutters Bay, était archi-comble. Mais il n'y avait pas le moindre noir à l'intérieur.
Et il était clair que si la situation dégénérait, la police du coin interviendrait pour arrêter le combat. Le combat est prévu en 20 reprises de 3 minutes. En attendant d'être présenté, Johnson entend des spectateurs le huer et l'insulter. Il fait comme si de rien n'était, s'inclinant bien bas dans toutes les directions et adressant des baisers à la foule. Voilà, un film qui sera accompagné en première partie musicale par Nicolas Lossen et Alfred Varas, entrée libre et gratuite, donc à l'Atrium dès demain. On termine ce journal avec un stage pour le moins fashion. 2 élèves d'une grande école de couture basée à Lyon sont en stage en Martinique. Certaines de leurs créations seront d'ailleurs portées lors d'un défilé organisé par une grande entreprise. Un réel défi pour ces jeunes qui ont tout approuvé. Hubert Bornil, Michelet François. Nous pénétrons dans le domaine de la couture avec 2 élèves qui nous viennent de la célèbre école S-Mode. On les a retrouvés dans un atelier couture de Saint-Joseph. Elles préparent un diplôme de designer, modéliste, styliste. Ces 2 jeunes filles ont un projet commun, évoluer professionnellement dans le milieu de la confection. En l'espace de quelques semaines, elles se sont absentées de leur prestigieuse école lyonnaise pour un stage en entreprise. Je suis étudiante à S-Mode Lyon. Mon projet, c'est de créer ma propre marque. Je suis en seconde année à S-Mode Lyon et en ce moment, je prépare mon diplôme de designer styliste modéliste. Et mon projet plus tard, c'est de créer une école ici, de mode. Pour Prélaise, l'atelier de couture martiniquais installé à Saint-Joseph, accueillir ces 2 élèves de l'école S-Mode est une véritable gageure. Tu vas décalquer le patron pour faire un seul devant. Oui. Et à ce moment-là, tu vas tracer le devant, comme cela, et tu vas refermer sur les côtés pour ajuster. Et en prenant pour la longueur de devant, je prends la profondeur de mon chien. Voilà. On peut redécouvrir à nouveau les métiers de l'artisan, de la mode, surtout plus le côté traditionnel et allier en même temps le côté moderne de la France. Dans la mode, pour moi, c'est super important de ne pas rester dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on a déjà, dans ce qu'on fait, et de s'ouvrir plein d'autres choses. Et pour moi, la Martinique, c'est vraiment spécial, il y a vraiment quelque chose d'atypique, il y a quelque chose de martiniquais. Un échange qui semble ravir les 2 jeunes filles, une opportunité qu'il fallait absolument saisir. J'ai accepté par rapport à Hélène. C'est une élève que j'ai eue au lycée du Marin lorsque j'enseignais en BEP. Donc, sachant que c'est une élève qui travaillait très bien, très méticuleuse, j'ai accepté. Donc, elle m'a demandé aussi pour sa copine. Oui, pourquoi pas. Durant le stage, elles ont pu mieux se faire une idée du style martiniquais. Oui, c'est vrai, on peut l'affirmer, le style martiniquais existe bel et bien. En Martinique, on s'habille beaucoup. Les gens aiment beaucoup s'habiller. Ah oui, oui, oui. Le costume traditionnel, le costume créole, travailler les différentes matières aussi, voilà. Ça lui a permis de voir qu'on peut utiliser d'autres techniques. Une belle expérience à mettre à l'actif de ces 2 élèves qui ont pu ainsi côtoyer la vraie réalité du monde du travail. Voilà un modèle de peinture réalisé par Hélène sur un crêpe de polyester. Donc là, nous sommes en train de mouler la tunique sur le mannequin. Ce sera son modèle pour le défilé. Et un final en toute beauté, le résultat d'ailleurs est plutôt flatteur de cet échange qui sait pourra naître une longue et fructueuse collaboration. Les modèles d'Hélène et Marion seront notamment visibles lors d'un défilé qui sera donné par une grande entreprise le 22 mai prochain. Entre-temps, elles auront repris l'école. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.